Arrête! Avant de continuer ta journée, je dois démystifier complètement un mensonge auquel tu as cru toute ta vie. Pensez-vous que les chevaliers médiévaux étaient nés de nobles guerriers chevauchant vers le soleil couchant avec leurs jeunes filles? Pensez-vous qu'ils étaient de vaillants héros menant une vie d'honneur et de gloire? Vous avez complètement, brutalement et terriblement tort. Le chevalier médiéval que vous avez vu au cinéma est aussi fidèle à la réalité qu'un documentaire Disney sur les princesses. Les vrais chevaliers n'étaient pas de vaillants héros. C'était essentiellement des brutes armées, vêtues de coûteuses armures métalliques, vivant dans un monde si brutal que la plupart des gens modernes ne survivraient pas à leur premier jour. Voici ce qui changera votre perspective à jamais. Tout ce que vous croyez savoir sur la chevalerie est un mensonge. L'honneur, la gloire, le romantisme, tout cela n'était qu'une propagande soigneusement élaborée. La réalité était une pauvreté extrême, une maladie chronique, une violence systématique et un système social conçu pour briser le corps et l'esprit. Vous voulez savoir à quel point c'était grave? La plupart des chevaliers étaient si ruinés qu'ils vendèrent leurs filles pour payer leur armure. Ils vivaient dans leurs excréments pendant les batailles, incapables d'en retirer le métal. Ils mouraient en plus souvent de chaleur dans leur équipement que de blessures au combat. Et ils participaient à un système d'enlèvement professionnel où capturer des ennemis contre rançon était plus rentable que de gagner des guerres. Mais voici ce qui va vraiment perturber votre sommeil. Ces mêmes modèles, l'exploitation économique déguisée en opportunité, le marketing glamour qui cache des réalités brutales, les systèmes qui vous obligent à payer pour le privilège d'être exploité, n'ont pas disparu avec le Moyen-Âge. Ils se sont modernisés. Cette culture du hustle, où l'on s'épuise à courir après une image de réussite conçue pour nous maintenir endettés. Ces jobs de rêve dans des startups où l'on paie de sa santé mentale l'illusion de faire partie d'un projet exceptionnel. Cette économie d'influence où dépenser de l'argent que l'on n'a pas en matériel et en marketing revient à investir dans sa marque personnelle. Félicitations, vous vivez la chevalerie médiévale grâce au Wi-Fi. Car il s'avère que lorsque vous examinez les modèles, un travail qui exige un investissement personnel constant, des systèmes économiques qui vous maintiennent perpétuellement au bord de la faillite, des cultures qui glorifient la souffrance comme une vertu, un marketing qui vend des fantasmes tout en exploitant les réalités. L'économie moderne a plus en commun avec le féodalisme médiéval que n'importe quelle plateforme technologique veut vous le faire reconnaître. Vous êtes-vous déjà senti piégé dans un emploi qui promet la liberté financière, mais qui exige un investissement personnel constant? Avez-vous remarqué que les opportunités les plus prestigieuses exigent souvent des frais de formation, d'équipement ou de certification? Avez-vous subi la pression de maintenir une image professionnelle qui vous coûte plus cher que ce que vous gagnez réellement? Ce sentiment de travailler plus dur que jamais, mais de prendre parfois encore plus de retard. Financièrement, vous n'êtes pas le problème. Vous êtes prisonnier d'un système économique qui fonctionne selon des principes féodaux. Vous fournissez la main-d'œuvre, assumez les risques, payez les coûts, tandis que d'autres possèdent les moyens de production et en extraire la valeur. Les chevaliers médiévaux ont été confrontés exactement à la même arnaque, mais avec des chevaux au lieu d'ordinateurs portables. Mais il y a quelque chose de plus sinistre à comprendre. L'histoire de la chevalerie ne se résume pas au passé. Elle traite de la manière dont le marketing et la propagande peuvent convaincre les gens que les systèmes d'exploitation sont des occasions d'atteindre l'honneur. Et si cela a fonctionné pendant 1000 ans avec les gentlemen, imaginez à quel point c'est efficace aujourd'hui avec des algorithmes qui peuvent adapter la propagande spécifiquement à vos insécurités et aspirations individuelles. Préparez-vous à découvrir comment le mensonge le plus efficace de l'histoire médiévale est devenu le modèle de l'exploitation économique moderne. Et lorsque vous aurez fini d'écouter ceci, vous ne regarderez plus jamais une publicité « opportunité commerciale » du même œil. Rencontrez Sir Geoffrey de Montfort, un chevalier anglais de 24 ans en 1347. Geoffrey n'est pas un noble de haut rang, c'est un chevalier mineur qui tente désespérément de maintenir son statut social tout en s'enfonçant lentement dans une dette qui détruira sa famille pendant des générations. Alors que vous êtes probablement stressé par les paiements de votre carte de crédit ou vos prêts étudiants, Geoffrey vend littéralement sa jeune sœur en mariage pour pouvoir se permettre de ferrer son cheval de bataille. La différence entre votre situation financière et celle de Geoffrey réside dans le fait que vous avez au moins la possibilité théorique de déclarer faillite ou de changer de carrière. Geoffrey est prisonnier d'un système où abandonner la chevalerie signifie la mort sociale de toute sa famille, tandis que rester chevalier signifie la ruine financière
assuré. C'est comme être piégé dans un MLM médiéval, où le produit, c'est vous-même. Voici votre premier appel à la réalité, qui va bouleverser toutes vos croyances sur la richesse médiévale. La plupart des chevaliers étaient fauchés. Pas à cause de leur difficulté à payer leur loyer, mais parce qu'ils vendaient des objets de famille pour acheter de la nourriture pour chevaux. L'économie médiévale était truquée contre les chevaliers dès le départ. Certes, ils recevaient des concessions de terre, mais le hic, c'était que ces terres s'accompagnaient d'obligations considérables. Les chevaliers devaient assurer le service militaire, entretenir un équipement coûteux, subvenir aux besoins de leur foyer et financer leur propre guerre. C'était comme obtenir un emploi où l'on payait son employeur au lieu de le payer lui-même. Une seule armure coûte plus cher que ce qu'un paysan gagnerait en 15 ans. Un bon cheval de bataille, c'est 10 ans de salaire paysan de plus. Ajoutez à cela les armes, l'entretien, la formation et les domestiques, et vous obtenez des coûts qui rendraient raisonnables les mensualités d'une voiture de luxe moderne. Ce schéma des opportunités, nécessitant un investissement initial massif, vous semble-t-il familier, car l'économie moderne regorge de versions modernisées, des franchises nécessitant un capital initial important, des carrières exigeant un équipement professionnel coûteux, des opportunités commerciales nécessitant l'achat de stock à l'avance. De nombreux chevaliers, comme Geoffroy, empruntèrent de l'argent simplement pour s'acquitter de leurs devoirs féodaux. Ils hypothéquaient leurs terres, mettaient en gage les armes familiales et certains vendèrent même leurs filles en mariage pour financer leurs obligations chevaleresques. La pression était si intense que des lignées nobles entières ont disparu simplement parce qu'elles ne pouvaient plus se permettre de continuer à être chevaliers. Les seigneurs véritablement riches ne se battaient pas. C'étaient eux qui prêtèrent de l'argent à des chevaliers désespérés, à des taux d'intérêt exorbitants. C'était le capitalisme médiéval dans toute sa brutalité, enveloppé dans le glorieux étendard de l'honneur et du service. Cela vous dit quelque chose? C'est exactement ainsi que fonctionnent les plateformes numériques modernes. Les propriétaires de plateformes extraient de la valeur du travail des autres, tandis que les créateurs supportent tous les risques financiers et les coûts opérationnels. Geoffrey, comme la plupart des chevaliers, est pris dans ce que les économistes modernes appelleraient un piège de la pauvreté. Trop pauvre pour échapper au système, mais incapable de se permettre d'y rester. Si Geoffrey est blessé et ne peut pas se battre, c'est la fin du jeu. Pas de prestation d'invalidité, pas de pension, pas de filet de sécurité, juste la pauvreté et la honte, jusqu'à ce que la mort soit la seule échappatoire à la dette. L'image romantique du chevalier riche et puissant repose principalement sur le 1% le plus riche, les ducs et les comtes, qui pouvaient véritablement se permettre ce style de vie. Tous les autres n'étaient qu'à une mauvaise récolte ou une bataille perdue de la ruine totale. Et voici ce qui va vraiment changer votre point de vue. Geoffrey sait qu'il se fait arnaquer. Les archives historiques montrent que les chevaliers étaient parfaitement conscients que le système les exploitait, mais ils étaient si profondément endettés envers le système qu'ils ne pouvaient s'en sortir. Tout comme des millions de travailleurs modernes qui savent qu'ils sont piégés dans des emplois ou des industries qui les exploitent, mais qui sont trop endettés pour prendre le risque de changer. Avance rapide, jusqu'au 15 août 1347. Geoffroy est au cœur d'une bataille, brûlant littéralement dans son armure, alors qu'il tente de capturer un chevalier français pour obtenir une rançon. La température interne de sa combinaison métallique atteint 49 Debentodberg. Mais il ne peut l'enlever car cela signifierait une mort instantanée. Vous avez le choix entre mourir lentement par surchauffe ou mourir rapidement par blessure d'épée. Mais revenons à la compréhension de la façon dont Geoffrey est arrivé à ce point cauchemardesque, car il faut voir toute l'escalade de l'exploitation systématique. Parlons de quelque chose que Hollywood ne montre jamais. Comment les chevaliers ont géré les besoins humains fondamentaux tout en étant enveloppés dans 60 livres de métal. Aller aux toilettes en armure complète était un cauchemar qui exigeait planification, assistance et un abandon total de toute dignité. Les chevaliers ne pouvaient pas simplement entrer dans une salle de bain. Ils avaient besoin d'au moins 2 serviteurs pour les aider à retirer leurs pièces d'armure, et l'opération prenait environ 20 minutes. Au milieu d'une campagne ou d'un siège, cela s'est transformé en un désastre logistique. Alors, que faisaient-ils? Beaucoup de chevaliers urinaient et déféquaient simplement à l'intérieur de leurs armures métalliques. Oui,
Vous avez bien entendu. Lors des longues batailles ou des sièges, ils se soulageaient à l'intérieur de leur armure. Ce modèle de système ignorant les besoins humains fondamentaux au profit de l'efficacité opérationnelle vous semble-t-il familier? Car l'économie des petits boulots modernes fonctionne exactement de la même manière. Des chauffeurs Uber qui ne peuvent pas s'arrêter pour aller aux toilettes, des employés d'entrepôt chronométrés à la seconde près, des employés à distance tellement surveillés que déclarer le temps passé aux toilettes devient problématique. L'armure devait être conçue en tenant compte de cette réalité. Certaines combinaisons comportèrent des systèmes de drainage rudimentaires et des rembourrages amovibles, lavables ultérieurement. Les bains des châteaux étaient des établissements communautaires, construits au-dessus des douves ou des rivières. Pas d'intimité, pas de papier toilette, juste des bancs en bois partagés, où les chevaliers s'asseyaient côte à côte pour mener leurs affaires tout en discutant de politique ou de guerre. L'hygiène personnelle était tout aussi déplorable. Les chevaliers se lavaient peut-être 3 ou 4 fois par an, persuadés qu'une hygiène excessive affaiblirait leur corps et les rendrait vulnérables aux maladies. Ils portaient les mêmes sous-vêtements pendant des mois, créant ainsi un terrain fertile pour les poux, les puces et les infections qui pouvaient tuer aussi efficacement que n'importe quelle épée. Sa solution aux odeurs corporelles, des parfums lourds et des épices qui ne faisaient que masquer l'odeur, tout en créant des combinaisons nauséabondes. L'idée que la souffrance physique est une vertu et que prendre soin de soi est une vanité vous semble-t-elle familière? Car la culture moderne du boulot prône exactement les mêmes idées. Un mauvais sommeil est synonyme de dévouement. Sauter des repas est synonyme de concentration. Négliger sa santé mentale est synonyme de détermination. Revenons maintenant à Geoffrey cuisinant en armure. L'armure médiévale n'était pas seulement lourde, c'était un piège mortel qui transformait les chevaliers en fours ambulants. Les armures de plate complète pouvaient atteindre des températures internes supérieures à 50 degrés Ronta en temps normal. En plein soleil ou lors des campagnes estivales, les chevaliers mouraient souvent d'épuisement dû à la chaleur avant d'affronter l'ennemi. Leur propre équipe les tuait plus vite que les armées adverses. Le métal absorbait et retenait la chaleur si efficacement que les chevaliers cuisaient littéralement à l'intérieur de leurs armures. La transpiration devenait mortelle, car l'humidité ne pouvait s'échapper nulle part. Elle s'accumulait à l'intérieur de l'armure, créant un enfer humide, rendant la respiration quasiment impossible. Durant les croisades, les chevaliers européens tombèrent comme des mouches sous la chaleur du Moyen-Orient. Des formations entières s'effondrèrent, non pas sous les flèches ou les épées, mais à cause de l'hyperthermie. Ce modèle d'équipement et de système commercialisé comme protecteur, mais qui crée en réalité de nouveaux dangers, vous semble-t-il familier? Car nous observons exactement le même phénomène dans les environnements de travail modernes. Des logiciels censés améliorer l'efficacité du travail, mais générateurs de stress constant, des politiques de géosécurité, qui créent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Les chevaliers développèrent des stratégies de refroidissement désespérées, qui ressemblaient à des méthodes de torture médiévales. Ils demandaient à leurs serviteurs de verser de l'eau froide par les interstices de leur armure, mais cela ne fonctionnait que temporairement et améliorait encore l'efficacité du métal conducteur de chaleur. Certains ont essayé d'utiliser un tissu imbibé de glace en dessous, mais cela a provoqué des engelures en hiver et a immédiatement fondu en été. Le plus fou dans tout ça, ils savaient que leur armure les tuerait, mais l'enlever signifiait une mort certaine face aux armes ennemies. Ils ont donc préféré la cuisson lente au coup de couteau, pariant qu'ils pourraient mettre fin au combat avant que leur propre équipe ne les achève. Mais toute cette torture physique, la pauvreté, la saleté, la surchauffe, n'était qu'une préparation pour l'événement principal, des tournois médiévaux qui étaient en fait des championnats de meurtre légalisés déguisés en divertissement. Ricardo Vasquez, historien militaire spécialisé dans la chevalerie médiévale à l'université de Salamanque, a passé 20 ans à étudier les documents économiques de cette période. Ces découvertes brisent le mythe romantique. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la chevalerie était essentiellement une escroquerie financière institutionnalisée. J'ai analysé les inventaires de patrimoine de centaines de familles chevaleresques du XIVe siècle. 73% d'entre elles étaient endettées au-delà de leur patrimoine total. Il ne s'agit pas de difficultés temporaires, mais d'une insolvabilité systémique qui a détruit des lignées entières. La professeure Carmen Lopez, experte en économie féodale à l'Université autonome de Madrid, révèle des données qui n'apparaissent jamais dans les livres d'histoire. Les coûts de fonctionnement d'un chevalier étaient absolument insoutenables. Un cheval de guerre coûtait 150 à 200 livres, alors que le revenu annuel moyen d'un chevalier mineur était de 40 à 60 livres. C'était comme si un ouvrier moderne devait acheter une Ferrari tous les 2 ans
pour conserver son emploi. Le docteur James Patterson, spécialiste des archives médiévales à Oxford, apporte un point de vue médical. Les archives hospitalières de l'époque montrent que les chevaliers avaient un taux de mortalité plus élevé que les paysans, non pas à cause des blessures de combat, mais à cause de maladies liées à leurs conditions de vie, infections cutanées, problèmes respiratoires, troubles gastro-intestinaux. Ironiquement, ce mode de vie privilégié les a tués plus vite que la pauvreté. Mais voici ce que ces chercheurs ont découvert. Les tournois médiévaux n'étaient pas des événements sportifs, mais des meurtres légalisés, déguisés en divertissement. Ce que nous appelons aujourd'hui tournois s'appelait à l'origine des mêlées et consistait essentiellement en des guerres organisées avec des spectateurs. Les chevaliers s'affrontèrent dans des combats massifs où la seule règle était de ne pas tuer trop de gens, l'accent étant mis sur essayer. Le docteur Miguel Santos, spécialiste de la violence médiévale à l'université de Barcelone. Le taux de mortalité lors de ces événements était effarant. Un seul tournoi pouvait tuer des dizaines de chevaliers et en blesser des centaines d'autres. Le célèbre tournoi de Chauvency de 1285 fit plus de 60 morts en une seule journée. La foule acclamait les hommes piétinés par des chevaux, écrasés par des adversaires tombés au sol, ou simplement matraqués à mort, avec des armes contondantes. Le docteur Isabel Torregrossa, experte en archives médicales médiévales à l'université de Valence, les soins médicaux lors des tournois consistaient en des moines qui récitaient des prières sur des corps mutilés. Si on vous mettait KO, ils attendèrent de voir si vous vous réveilliez. Si vous ne vous réveilliez pas au bout de quelques heures, ils commençaient à organiser vos funérailles. Nous avons trouvé des archives de chirurgiens, de tournois, qui étaient en fait des bouchers bénéficiant d'une bénédiction religieuse. Mais voici le hic. Perdre ne signifiait pas seulement être blessé ou tué. Les chevaliers vaincus devaient abandonner leurs chevaux, leurs armures et leurs armes aux vainqueurs. Professeur Antonio Silva, économiste médiéval à l'université de Lisbonne. Pour les chevaliers en faillite, cela signifiait la ruine financière totale. Nombre d'entre eux sont morts pour éviter la faillite, luttant au-delà de leurs limites, car se rendre signifiait que leur famille mourrait de faim. Ce système était conçu pour transformer le désespoir financier en spectacle public. Les armes utilisées n'étaient ni contondantes ni modifiées pour des raisons de sécurité. Les chevaliers combattaient avec des épées tranchantes, de véritables lances et des marteaux de guerre conçus pour écraser les crânes à travers les casques. Le docteur Fernando Garcia, spécialiste des armes médiévales, les armes contondantes étaient encore parfaitement capables de briser des os et de pulvériser des organes. Nous avons analysé les restes de chevaliers retrouvés sur les sites de tournois. Les blessures sont si graves qu'elles ressemblent à celles de victimes d'accidents du travail moderne. Dr Patricia Williams, anthropologue médico-légale spécialisée dans les traumatismes médiévaux. Le plus troublant, c'est que ces hommes savaient pertinemment à quel point c'était dangereux. Nous avons des testaments de chevaliers rédigés spécifiquement avant les tournois. Des lettres d'adieu aux familles. Ils participaient quand même, car l'alternative, admettre avoir trop peur de se battre, signifiait un suicide social. Le spectacle était si brutal que même les gens du Moyen-Âge, habitués aux exécutions publiques et aux tortures religieuses, trouvaient parfois les tournois trop violents pour être regardé. Le professeur Luis Mendoza, spécialiste de psychologie des masses médiévales. Les chroniqueurs décrivent des spectateurs vomissant sous le coup du carnage et des femmes s'évanouissant à la vue des chevaliers littéralement mis en pièces. Pourtant, les chevaliers continuèrent à participer, car l'alternative était d'admettre leur lâcheté. Mieux valait mourir dans l'arène que vivre comme un lâche. Mais les tournois n'étaient qu'une partie d'un système économique plus vaste qui transformait la violence en marchandise. Dr Elena Martinez, spécialiste des systèmes économiques féodaux, les chevaliers n'étaient pas seulement des guerriers, c'étaient des kidnappeurs professionnels à la tête d'un réseau médiéval d'extorsion. Capturer des chevaliers ennemis vivants était plus rentable que de les tuer, si bien que les champs de bataille médiévaux devinrent d'étranges terrains de chasse où les chevaliers cherchaient à s'entretuer plutôt qu'à se porter des coups mortels. C'était comme une violente chasse au trésor, où le trésor pouvait riposter. Et ce système d'enlèvement professionnel révélait un aspect encore plus troublant de la nature de la guerre médiévale. Vous souvenez-vous de Geoffroy de Montfort,
Ce chevalier de 24 ans dont j'ai parlé au début, celui qui vendait sa sœur pour acheter des fers à cheval. Voici ce que j'ai volontairement omis de vous dire sur sa carrière chevaleresque. Geoffroy n'était pas seulement une victime du système féodal. Il participait activement à ce qui était en réalité un réseau criminel médiéval déguisé en honneur militaire. Après des années de tournois qui l'ont laissé endetté et partiellement handicapé, il a subi des dommages permanents à l'épaule gauche suite à une chute de cheval, Geoffrey a rejoint ce que les historiens appellent la guerre privée, qui n'était qu'un terme sophistiqué pour désigner le crime organisé. Parce que lorsque les chevaliers ne pouvaient pas se permettre leur style de vie par des moyens légitimes, beaucoup avaient recours à ce qu'ils appelaient la guerre privée, un banditisme professionnel avec une meilleure équipe de relations publiques. Geoffroy et une bande de chevaliers tout aussi désespérés établirent des péages illégaux, exigeant le paiement des marchands et des voyageurs à la pointe de l'épée. Ils occupèrent un château abandonné et le transformèrent en bastion de bandits, lançant des raids contre les villes voisines, tels des parrains du crime médiéval. Ce schéma de système légitime, poussant les gens vers des activités illégales pour survivre, vous semble-t-il familier? Car l'économie moderne en regorge. Des personnes se tournent vers des emplois de l'économie parallèle, parce que les emplois légaux ne sont pas assez rémunérateurs, des opportunités commerciales qui opèrent dans des zones grises légales. Les chevaliers comme Geoffroy n'étaient pas des cas isolés. Des régions entières étaient terrorisées par des bandes de chevaliers malhonnêtes qui avaient abandonné toute prétention à l'honneur. Ils frappèrent leur propre monnaie et établirent des raquets de protection qui feraient la fierté des gangsters modernes. L'exemple le plus célèbre est celui de Götz von Berlichingen, un chevalier allemand qui passa des décennies à jouer le rôle de seigneur de guerre médiévale. Il enlevait des marchands, extorquait des villes et menait des guerres privées contre quiconque l'irritait. Lorsque les autorités ont tenté de l'arrêter, il a prétendu qu'il défendait son honneur, l'équivalent médiéval de « ce n'est rien de personnel, juste des affaires ». Pendant la guerre de 100 ans, des chevaliers sans emploi formaient des compagnies de mercenaires qui changèrent de camp en fonction de celui qui payait le plus. Ces compagnies libres pillaient les villages français le matin, puis attaquaient les lignes de ravitaillement anglaises l'après-midi, ne manifestant leur loyauté que pour le profit. Cette culture du freelance, où la loyauté est temporaire et où tout se résume à celui qui paie le plus, vous semble-t-elle familière? Car c'est exactement ainsi que fonctionne l'économie des petits boulots modernes. Pas d'avantages sociaux, pas de sécurité, pas de loyauté mutuelle. Mais voici le lien que j'ai promis de révéler. Le système de rançon médiéval était exactement comme les plateformes numériques modernes. Des systèmes conçus pour extraire de la valeur du travail, tandis que les participants assument tous les risques. Les chevaliers n'étaient pas que des guerriers, c'étaient des kidnappeurs professionnels à la tête d'un réseau médiéval d'extorsion. Capturer des chevaliers ennemis vivants était plus rentable que de les tuer. Les champs de bataille devinrent alors d'étranges terrains de chasse, où les chevaliers cherchaient à s'entretuer plutôt qu'à se porter des coups mortels. Le système de rançon était si complexe qu'il nécessitait ses propres comptables médiévaux. La rançon d'un chevalier était calculée en fonction de son rang social, de ses terres, de la fortune familiale et de son importance politique. Certaines rançons valaient plus que des villages entiers. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment sombres. Les chevaliers attaquaient délibérément des adversaires riches, ignorant parfois les objectifs militaires juste pour poursuivre une capture rentable. Des batailles ont été gagnées ou perdues parce que les chevaliers étaient distraits par des opportunités de sauvetage au lieu de suivre les ordres. Ce schéma vous semble-t-il familier? Les gens se laissent distraire de leurs véritables objectifs pour courir après les gains à court terme, promis par les algorithmes. Car les réseaux sociaux modernes fonctionnent exactement de la même manière. Les créateurs ignorent le contenu de qualité pour se concentrer sur les tendances virales, promettant une monétisation rapide. La torture psychologique était intentionnelle. Les chevaliers capturés étaient enfermés dans des prisons confortables, bien nourris, s'étaient vus remettre des livres et étaient autorisés à faire de l'exercice, précisément pour préserver leur valeur. Mais ils savaient que si leur famille ne pouvait pas payer, ils seraient vendus à quelqu'un qui le pourrait, ou tout simplement exécutés après des années de faux espoirs. Le roi Jean II de France fut détenu pendant 4 ans
après sa capture à la bataille de Poitiers. Sa rançon fut si colossale qu'elle mena la France à la faillite et nécessita une augmentation des impôts, déclenchant des rébellions paysannes. Et voici la partie vraiment tordue. Les chevaliers se liaient souvent d'amitié avec leurs ravisseurs pendant de longs emprisonnements, puis devaient retourner au combat et potentiellement combattre les personnes mêmes qui les hébergeaient depuis des années. La guerre médiévale était fondamentalement un club social violent où l'ennemi d'aujourd'hui était l'invité du dîner de demain. Mais tout ce système d'exploitation, de violence et de contradictions psychologiques était justifié par la propagande la plus réussie de l'histoire. L'idée qu'ils étaient des guerriers saints au service de Dieu. Voici le rebondissement qui va changer tout ce que vous pensiez savoir sur la chevalerie médiévale et sur le fonctionnement de la propagande moderne. La chevalerie n'était pas un système qui a échoué, mais un système qui a fonctionné exactement comme prévu. Il s'agissait de la première campagne de marketing de masse de l'histoire, destinée à convaincre les jeunes hommes qu'un système d'exploitation économique brutale était une chance d'honneur et de gloire. Geoffroy de Montfort mourut en 1349, non pas glorieusement au combat, mais de dysenterie dans une prison pour dette, après que son réseau de guerre privée eût été finalement démantelé par les autorités locales. Il avait 26 ans, sa famille perdit toutes ses terres, sa sœur fut vendue dans un mariage abusif, et son nom devint localement synonyme de disgrâce. Mais voici ce qui est troublant. Geoffrey est mort en croyant avoir mené une vie honorable, car la propagande chevaleresque était si efficace que même les victimes du système défendaient celui qui les détruisait. L'Église catholique avait créé cet étrange cadre mental où le meurtre de masse était devenu un devoir religieux. On disait aux chevaliers que tuer les infidèles, les hérétiques et les ennemis de la foi leur garantirait une place au paradis, une sorte de carte médiévale, sortez de l'enfer pour les tueurs professionnels. Mais voilà le cauchemar psychologique. Ces mêmes chevaliers devaient concilier la violence brutale avec les enseignements chrétiens sur l'amour, le pardon et le fait de tendre l'autre joue. La gymnastique mentale nécessaire pour justifier le massacre de villages entiers, sous prétexte de servir le prince de la paix, a brisé bien des esprits. Pendant les croisades, les chevaliers passaient leur matinée à prier Dieu pour obtenir sa bénédiction, puis leurs après-midi à massacrer des civils. Ils assistaient à la messe couverts de sang, recevaient la communion des mains mêmes qui venaient d'étrangler les prisonniers et dormaient paisiblement, convaincus d'accomplir l'œuvre de Dieu. Ce modèle de système, exigeant des individus qu'ils rationalisent des contradictions morales fondamentales, vous semble-t-il familier? Car l'économie moderne regorge de versions modernisées, des emplois qui vous obligent à détruire l'environnement tout en prétendant vous soucier de l'avenir, des plateformes qui vous obligent à vendre votre vie privée tout en promettant de vous protéger. De nombreux chevaliers ont développé ce que nous reconnaissons aujourd'hui comme un syndrome de stress post-traumatique grave. Mais la société médiévale interprétait ces symptômes comme une punition divine ou une possession démoniaque. Les chevaliers incapables de gérer la contradiction entre foi et violence étaient souvent déclarés hérétiques ou fous. Certains chevaliers s'enfonçaient complètement dans la religion et devenaient des fanatiques religieux, voyant des ennemis partout et interprétant chaque conflit comme une guerre sainte. D'autres ont complètement abandonné la foi, devenant des tueurs cyniques qui utilisaient le langage religieux pour justifier la brutalité personnelle. Les cas les plus troublants concernaient des chevaliers qui se prenaient sincèrement pour des saints tout en commettant des atrocités. Ils torturèrent des prisonniers en récitant des prières, brûlèrent des villages en chantant des hymnes et violèrent des femmes en prétendant les purifier de leurs péchés. Et voici la vérité qui va changer votre point de vue sur le marketing moderne. La chevalerie était fondamentalement une campagne de relations publiques médiévale conçue pour contrôler les psychopathes armés. Lorsque les chevaliers se sont déchaînés, la chevalerie était essentiellement un marketing de réseau médiéval qui a échoué lamentablement. Au lieu de produits, ils vendaient la violence. Au lieu d'un recrutement direct, ils avaient des réseaux de sauvetage. Au lieu de « soyez votre propre patron », c'était « soyez votre propre seigneur de guerre ». L'ensemble du système a été conçu pour transformer le désespoir économique en spectacle violent, tout en convainquant les participants qu'ils recherchaient l'honneur plutôt que de simplement tenter de survivre. Et voici le cliffhanger final qui vous tiendra éveillé. Si la propagande médiévale a pu convaincre les hommes intelligents que les systèmes d'exploitation économique brutale étaient des opportunités honorables pendant 1000 ans, quelle propagande moderne fonctionne sur vous en ce moment? Ces plateformes qui promettent la liberté financière tout en vous endettant? Cette culture du travail acharné qui glorifie l'épuisement comme une vertu? Ces algorithmes qui promettent
promettent de construire votre marque personnelle, tout en valorisant chaque aspect de votre vie. Et si je vous disais que chaque opportunité qui vous oblige à investir votre temps, votre argent et votre énergie, tandis que d'autres possèdent la plateforme et en extraire les bénéfices, n'est qu'une chevalerie médiévale avec un meilleur Wi-Fi. La prochaine fois que vous verrez un marketing qui promet du prestige, de l'honneur ou un but en échange d'un travail qui semble financièrement irresponsable, demandez-vous, est-ce que je vois une opportunité légitime ou est-ce que je vois une chevalerie médiévale avec des algorithmes? Qu'est-ce que Sir Geoffrey de Montfort reconnaîtrait immédiatement dans votre vie que vous ne pouvez pas voir parce que cela est enveloppé dans le marketing moderne, au lieu de l'honneur médiéval? Envie de découvrir quels autres systèmes d'exploitation historique opèrent dans votre vie, sous des déguisements modernes? Aimez si cette perspective a changé votre perception des opportunités commerciales. Abonnez-vous si vous souhaitez plus d'archéologie de la propagande, révélant comment les mêmes stratagèmes se sont recyclés au fil des siècles. Et commentez si vous reconnaissez des schémas de la chevalerie médiévale dans votre propre expérience économique. Car je vous assure que Sir Geoffrey n'était pas le dernier jeune homme convaincu qu'un système d'exploitation était une chance de gloire. Des millions de personnes vivent aujourd'hui des versions numérisées de son expérience. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de comprendre que lorsqu'on vous présente quelque chose comme une opportunité d'être votre propre patron, mais que vous devez assumer tous les risques, tandis que d'autres possèdent l'infrastructure, vous êtes probablement confronté à du féodalisme. Car, comme l'a dit quelqu'un de très sage, l'histoire ne se répète pas, mais elle rime assurément. Et elle rime généralement de telle manière que les imbéciles ne sont pas pris au dépourvu.